C'est la crise au Likoud entre le ministre des Finances Israël Katz et Nir Barkat, qui à un moment avait été pressenti pour être lui-même ministre des Finances. On en parle dans un instant avec la conseillère de Nir Barkat, Tamara Bessira. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum. Bonjour Michael. Bonjour Shraga. Alors comme vous le dites, crise au Likoud, en tout cas c'est assez net. Rien ne va plus entre l'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat, et le ministre des Finances Israël Katz. Des mots très durs d'un côté comme de l'autre. C'est assez rare au Likoud. C'est un fonds personnel, c'est un fonds professionnel. Non, la crise n'est pas personnelle entre les hommes. La crise, elle est sur la crise du corona, justement. Nir Barkat reproche à Israël Katz de mal gérer la crise actuelle économique, mais il va plus loin, comme on peut le voir. Il parle d'échec total de la gestion de la crise économique. Et pour Israël Katz, c'est à nouveau, Israël Katz accuse Barkat d'intrigue au sein du Likoud, de gens qui veulent la place de l'autre, d'une petite crise politique pas importante. On sait que ça va plus loin. Nécessairement, il y a des intérêts politiques, mais ça va aussi dans ce que les Israéliens ressentent, que quelque chose ne tourne pas rond. Voilà, on en parle dans un instant avec Tamar Bessar, on en saura un peu plus. Bonjour Tamar. Donc on l'a dit, vous êtes conseillère de Nir Barkat, du député Nir Barkat, et donc on a vu qu'il y a une crise entre Nir Barkat et qui reproche à Israël Katz un échec total de la gestion de la crise économique. Alors qu'est-ce que Nir Barkat propose de faire ? Alors en effet, comme vous avez pu le constater, ces dernières semaines, il y a eu quelques joutes verbales entre les deux hommes et des échanges pas des plus cordiaux. Mais en fait, ce qui intéresse Nir Barkat et le point sur lequel il appuie, c'est qu'il faut, dans une bonne entente, trouver des solutions pour traverser cette période de crise économique, cette crise sanitaire qui est liée qui a fait cette déferlante sur la crise économique dans le pays. Et comme Nir Barkat est un calcaliste et un homme visionnaire, il a établi un projet, un plan qui s'appelle le plan Turbo, qui est une vraie solution qu'il a proposé du reste à Binyamin Netanyahou, au Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui a beaucoup apprécié ce plan. Et lorsqu'il a été proposé au ministre du Haut-Tsar, des Finances, à M. Israël Katz, il a été refusé en bloc. Donc ça a un petit peu contrarié Nir Barkat parce que, au-delà du fait que le but premier de Nir Barkat, ce soit de trouver des solutions pour parer à cette crise et éviter le dépôt de bilan, au lieu d'attendre des dépôts de bilan et de trouver des solutions, Nir Barkat anticipe sur la situation et propose de façon concrète des vraies solutions pour éviter qu'on se retrouve avec 120 000 entreprises en dépôt de bilan, sachant qu'on est déjà à 80 000 à ce jour, ou 85 000 je crois. Donc on est dans une situation où il faut prendre des décisions et surtout, il faut être à l'écoute. C'est pas parce qu'on est un poste qu'on est censé tout savoir et on doit être à l'écoute, un ministre doit être à l'écoute des personnes qui siègent dans les commissions des finances et qui peut-être peuvent avoir une bonne idée qu'il n'aurait pas eu. On ne critique pas ses compétences, il est peut-être très bon, il a peut-être des idées qui peuvent dans quelques temps nous surprendre. Pour l'instant on n'a pas été surpris, avouons-le, mais il doit être à l'écoute, il doit s'intéresser. Et un autre problème qu'on pourrait reprocher, je ne veux pas rentrer trop dans la polémique oui il est bon, non il n'est pas bon, mais quand même les personnes qui sont en place, et ce système, Nir Barkat le critique énormément, c'est que lorsqu'un ministre arrive, il est confronté aux personnes qui étaient là en place et qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 12 ans, et qui sont les mansalines, qui sont les patrons un petit peu des ministères, et qui imposent à certains ministres des décisions ou une continuité dans leur façon de gérer leur ministère. Alors qu'un ministre qui arrive, surtout dans une période telle que celle-ci, doit s'imposer, taper du poing sur la table et dire « stop, on arrête, vous avez fonctionné ainsi, aujourd'hui on fonctionne de cette manière », surtout qu'il y a des décisions qui sont essentielles et que les Israéliens attendent. On n'est pas dans une situation classique, on est dans une situation hors du commun, sur lesquelles personne ne peut travailler avec des rétroviseurs, contrairement à ce que font tous les personnels de l'administration israélienne et un petit peu dans le monde. Ils ont l'habitude de travailler avec un rétroviseur et dire on a fait ça, on recommence. Ça a marché, ça fonctionne, on a des budgets, on les atteint, on les dépasse pas, etc., etc.
il faut dépenser pour conserver des budgets. Non, on est dans une période exceptionnelle, à période exceptionnelle, décision exceptionnelle et peut-être rencontre exceptionnelle, travail en collaboration, écoute, et c'est ça que Nir Barkat déplore dans la situation actuelle. Tamar, peut-être une question qui fâche, mais c'est pas grave. On peut comprendre qu'il y ait des divergences d'opinion, des avis. Naftali Bennett aussi avait présenté un plan économique. Il faut pas oublier non plus que Nir Barkat était pressenti pour être ministre des Finances. Binyamin Netanyahou lui avait promis dans un gouvernement que Binyamin Netanyahou espérait entièrement à droite. Or, il y a eu ce gouvernement d'union, donc il a fallu trancher dans le lard, si on peut s'exprimer comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration aussi de la part de Nir Barkat, qui maintenant essaye de titiller Israël Katz en se disant, moi j'aurais voulu être moi ministre des Finances, c'est lui qui l'a eu. On sent un peu, finalement, c'est un peu malsain cette ambiance. Non, vous trompez. Non, vous trompez complètement, Mickaël, cette fausse route. Non, c'est Shraga, c'est Shraga. Ah, pardon, Shraga, excusez-moi. Mais c'est un Bloom, quoi. Voilà, c'est ça, on a une voix Bloom. Non, sans plaisanter, vraiment, je pense que vous faites fausse route en pensant comme ça et en allant dans cette direction. Nir Barkat, c'est pas du tout ce genre d'homme. Il respecte énormément les décisions de Binyamin Netanyahou. Il le rencontre très régulièrement, ils échangent énormément. Et il a absolument compris la situation et accepté. Et la preuve en est, si vous avez suivi les lendemains des décisions gouvernementales qu'il y a eu suite à la création du dernier gouvernement, de la 23e Knesset, Nir Barkat ne s'est pas offusqué. Il a dit la décision de Binyamin Netanyahou que je respecte et la sienne, et je travaillerai, je ferai tout ce que je peux faire pour aider le gouvernement. Et c'est ce qu'il fait. Nir Barkat travaille comme un ministre. Il travaille non-stop, il ne s'arrête pas et il essaye de trouver des solutions qui vont aider Israël et le peuple israélien. Il ne cherche pas ses intérêts personnels. Donc vous ne pensez pas, comme le dit Israël Katz, que lors des prochaines primaires, Nir Barkat risque de payer un peu cette façon d'être un opposant à Israël Katz? Non, je ne pense pas. Pourquoi il serait non, c'est ce que dit Israël Katz. Israël Katz, il peut dire ce qu'il veut, quoi. Je veux dire, on va pas s'arrêter, on va pas revenir sur ce qu'il dit Israël Katz. Je pense pas que ça intéresse tellement vos auditeurs de dire il a dit, je l'ai dit, et il va se passer, ils vont dire. Non, je pense pas. Vraiment, les primaires qui arriveront, je pense, dans quelques mois ou années, on ne sait pas exactement, puisqu'on ne sait pas tellement ce qui va se passer dans les mois à venir, prouveront que Nir Barkat a été l'homme qu'il est, fait des choses qu'il a faites. C'est un grand homme. Il a fait de Jérusalem une grande ville, contrairement aux critiques de certains, comme M. Katz a dit qu'il n'avait pas réussi sur Jérusalem. Les résultats l'ont prouvé. Vous êtes de Jérusalem, je suis de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem qu'on côtoie tous les jours sont sidérés de ce réveil que la ville a, bien qu'on soit complètement en travaux, mais c'est pour mieux vivre dans quelques temps. Et que vraiment, Nir Barkat a un bilan complètement positif de ces 10 années passées à la mairie de Jérusalem. Voilà, merci Tamar. Et on espère que, de toute façon, pour le bien des citoyens, que ce soit Katz ou Barkat, situation économique se porte au mieux pour l'ensemble des citoyens. On espère à tous. Voilà. Je souhaite une bonne santé. Shana Tova, Shana Tova, Shana Tova. Au revoir Tamar, merci beaucoup. Bonne année à tous vos écouteurs. Bye. Merci beaucoup Tamar. Vos auditeurs, bye. On passe à notre deuxième sujet. Deuxième sujet aujourd'hui, c'est aussi de la nouveauté, un pavé dans la mare jeté par Ofer Shelar dans le parti Yesh Atid. Ofer Shelar, qui est, disons, à l'aile gauche du parti, et qui a annoncé qu'il a demandé des primaires à Yair Lapid, primaires qui n'ont jamais eu lieu depuis 2012 où le parti a été créé, comme on le voit sur ces commentaires de Ofer Shelar. Il en a parlé avec Yair Lapid, mais il estime maintenant que le parti doit se renouveler et il se présentera à la présidence du parti. D'ailleurs, ça a fait des émules puisque d'autres personnes aussi maintenant se posent la question s'ils ne veulent pas se présenter. En tout cas, un peu de un vent de démocratie qui souffle dans... Longtemps en Israël, il n'y avait que deux grandes formations politiques israéliennes, le Likoud et le Parti travailliste, qui avaient des élections avec des primaires et donc on fait des élections démocratiques au sein des partis. Et ces dernières années, le nombre
de parti dirigé par un seul homme qui décide qui sera député et qui ne le sera pas, notamment Israël Beitenu d'Avigdor Lieberman et Yesh Atid de Yair Lapid. Donc, tu es donc depuis des années dirigé par un seul homme. Alors maintenant, on sait que les deux hommes sont très proches. Yair Lapid a déjà répondu en disant qu'il était d'accord pour des primaires, que Sheilach est un homme de valeur et qu'il restera au parti si Sheilach est élu. La question, c'est est-ce que Yesh Atid va exploser? Aujourd'hui, c'est le principal parti d'opposition. Lapid est à la tête de l'opposition. Est-ce que le parti va exploser avec les partisans de l'un et de l'autre? C'est quasiment évident que c'est ce qui va se passer. Et est-ce qu'ils pourront rester une force de l'opposition ou est-ce qu'ils vont se scinder comme on l'a vu dans le passé avec le bleu-blanc entre Lapid et Gantz? Ouais, c'est assez étrange d'ailleurs parce que cette initiative de Ofer Sheilach, elle vient à un moment où justement Yesh Atid est pas au sommet, en tout cas talonne le Likoud, et apparemment son initiative risque au contraire de faire baisser Yesh Atid. Oui, Ofer Sheilach n'est pas très connu du grand public, contrairement à Yair Lapid. Rappelons que Yair Lapid était un journaliste, un romancier, personnalité très appréciée des Israéliens. Très médiatique. Et voilà, et qu'il a profité de ce vent de popularité pour créer son parti et qu'il est resté assez haut dans les sondages et à la Knesset avec en moyenne 15 députés au départ, mais très vite beaucoup plus avec l'alliance avec Benny Gantz. Et on peut se demander si Ofer Sheilach, qui lui aussi était journaliste, mais beaucoup moins médiatisé que Yair Lapid, pourrait attirer autant de voix. On le saura dans quelques mois si ces primaires se confirment. C'est intéressant parce qu'Ofer Sheilach, il y a quelques semaines, sur un plateau de télévision, avait déjà dit on essaie de travailler pour qu'il y ait plus de démocratie dans le parti. Donc il préparait déjà peut-être son initiative de défier Yair Lapid. Voilà. Troisième sujet, c'est Shuli Moualem Refaeli, ancienne députée Baït Yehoudi, ensuite Nouvelle Droite, qui adhère au Likoud. Alors ça aussi, c'est un phénomène ces dernières années. Alors, est-ce qu'elle n'a pas parlé elle n'a rien reproché à Bennett Shaked, de qui elle était très proche. Et sur la liste, elle était avec eux pendant plusieurs années, elle a été députée. Et là, soudain, alors qu'on n'entendait plus parler d'elle, elle est, comme on le voit en photo avec Binyamin Netanyahou, elle s'est inscrite au Likoud, et elle est une personnalité de plus du sionisme religieux qui rejoint le Likoud. Dans le temps, il y avait eu déjà Efi Etam, qui est aussi pressenti pour un poste de nouveau auprès de Binyamin Netanyahou. Mais on l'a vu avec Tzipi Hotovely, avec Zeev Elkin, un certain nombre de personnalités issues du sionisme religieux qui disent on n'a plus besoin d'un parti sioniste religieux, on peut défendre les intérêts des sionistes religieux au sein du Likoud. On sait que Shuli Moualem avait aussi une popularité au-delà de son parti. Elle avait fait voter des lois. Très active. Voilà, c'était, je me rappelle, des députés très présents à la Knesset. Et si elle, on peut lui souhaiter bonne chance. En tout cas, on verra si aux prochaines élections, si Netanyahou tient sa promesse de la placer suffisamment haut, ou si elle va devoir, elle aussi, affronter des primaires. Il faut ajouter, pour finir avec ce sujet, qu'il y a un contexte à cela quand même. Il y a un mouvement parallèle au Likoud de vouloir, de la part du Binyamin Netanyahou, de réduire un peu l'influence de Naftali Bennett en attirant des personnalités sionistes religieuses au Likoud. Et il y a aussi un mouvement au sein du Likoud, maintenant, parmi les habitants de Judée-Samarie, de faire entrer le plus de sionistes religieux au Likoud. Ça s'appelle le Tzion Yerushalayim, je crois. Et pour influencer le Likoud de l'intérieur, on a vu avec le problème de la souveraineté, etc. Donc, pour que le Likoud reste à droite. Voilà, pour que le Likoud reste à droite. Donc il y a un mouvement parallèle qui fait que le Likoud maintenant essaie d'attirer des personnalités de premier plan, comme Shuli Moualem, qui était vraiment une femme admirable au sein du parti sioniste religieux et qui maintenant rejoint le Likoud. Alors on en arrive à la dernière rubrique, Rose et Cactus. Alors la Rose cette semaine est à Chili Tropper, ministre de la Culture. Voilà, alors Chili Tropper, la raison pour laquelle nous donnons la Rose, c'est qu'il s'est insurgé contre le fait qu'on ouvre des théâtres depuis ces dernières semaines. Il y a les lieux de culture, les théâtres, les concerts, avec toutes sortes de restrictions, de capsules, etc. Mais il a trouvé un accord avec le ministère de la Santé pour permettre l'ouverture des spectacles. Or, dans une interview récente, donc cette semaine, il a affirmé que c'était pas normal qu'on puisse ouvrir des théâtres, mais qu'on trouve à plus de 50 personnes, en l'occurrence, et parfois à des centaines. On sait que pour les salles de concert, c'est jusqu'à 1000, toujours sous forme de capsules. Et que dans les synagogues, il n'y a toujours pas de solution, et ça reste toujours, quelle que soit la taille de la synagogue, limité à quelques dizaines dans le meilleur des cas. Et la Rose donc lui est donnée parce qu'en général, on est habitué en politique à ce que les ministres
se battent uniquement pour ce qui pour les leur concerne, chapelle. pour leur chapelle, exactement, pour leur domaine. Et lui s'est battu aussi, tout en ayant obtenu ce qu'il voulait pour son ministère, c'est-à-dire l'ouverture des lieux de spectacle et des lieux de culture. Il s'est aussi battu publiquement pour que ce soit la même chose pour les synagogues. Et donc voilà, c'est la rose méritée de la semaine. Ouais. Je crois qu'il a dit dans son interview qu'il est à la fois un homme de culture et aussi un homme de synagogue, puisqu'il est pratiquant. Voilà. Là, le cactus cette semaine, c'est Yaakov Litzman, ancien ministre de la Santé. Pourquoi ? Parce qu'il peste contre ce qu'il appelle une injustice en autorisant les manifestations à rue Balfour avec beaucoup de personnes, l'ouverture des lieux de culture justement, et justement la question des synagogues. Mais ce qui est dérangeant dans son attitude, c'est que de nouveau, il menace de quitter la coalition si, pour les fêtes de Tishri, le ministère de la Santé ou le cabinet du Corona ou le coordinateur du Corona, on ne sait plus qui c'est qui est vraiment responsable, décide de le séguer, ce qu'on appelle la fermeture, le blocus pour les villes qui sont très touchées, pour les villes rouges, dont pas mal de localités orthodoxes. Et ce qui est dérangeant là-dedans, c'est chaque fois cette menace de quitter le gouvernement, alors qu'il était lui-même ministre de la Santé. Et, il a imposé lui-même, Litzman voilà, a imposé lui-même dans la première vague, voilà, exactement. En tant que ministre de la Santé, voilà. Une fermeture de tout le pays. Et maintenant qu'il n'est plus ministre de la Santé, ça fait un peu politique politicienne de dire « Ah non, si on ferme maintenant, je quitte le gouvernement, je provoque une crise gouvernementale. C'est un peu, si on ne fait pas ce que je veux, alors je quitte. » C'est pas très responsable, à mon avis, à notre avis, je pense. Voilà. On peut exprimer un désaccord, on peut discuter sans tout le temps vouloir dire « Je démissionne, on quitte la coalition. » Voilà, le choix de Litzman était à comparer avec Tropper, qui dit il faut trouver une solution et qui ne menace pas de quitter. On rappelle que Tropper fait partie de Bleu-Blanc, parti que s'il quittait la coalition, il y aurait vraiment des élections. L'équilibre, on va dire, instable de cette coalition dépend de chacun, et donc un peu de responsabilité ne serait pas de refus. Voilà. Mais je pense que dans le fond, les orthodoxes ont trop peur de quitter la coalition. Ouais, ils ont trop peur. Trop peur, voilà. Bien, merci Michael, bonne Shabbat Shalom, bonne fin de semaine à tous les auditeurs aussi. Les coulisses de la Knesset, pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum.